Marcos Bellerin éteignit brusquement son téléphone portable. Aucun message, aucun appel manqué. Il était 20h, et l'homme qui contrôlait la moitié des gratte-ciel les plus luxueux de l'avenue Faria Lima prit conscience d'une vérité dévastatrice. Aujourd'hui, il avait 35 ans, et le monde ne signifiait plus rien pour lui. Son bureau, au 50e étage, était plongé dans un silence absolu. À travers les immenses fenêtres, Sao Paulo brillait à ses pieds, mais au fond de sa poitrine, il ne régnait qu'un froid vide. Il avait tout sacrifié pour atteindre le sommet. Il avait écrasé ses concurrents, multiplié sa fortune, et ce faisant, avait laissé partir la seule personne qui l'ait jamais regardé dans les yeux sans s'intéresser à son portefeuille. La porte en bois s'ouvrit brusquement, brisant le silence. Samantha, sa fiancée, fit son apparition. Chaussures de créateur au prix d'une petite voiture, sac à main en édition limitée et une expression d'irritation absolue. Elle ne le regarda même pas en face, absorbée par son téléphone portable. « Marcos, l'avion n'est pas prêt pour ce week-end à Buzio », lança-t-elle sèchement, d'une voix sèche et impérieuse. « Je t'ai dit que je voulais y aller avec les filles. Pourquoi payer une équipe logistique si tous ses membres sont incompétents ?» Marcos desserra le nœud de sa cravate en soie. Il la fixa du regard. Il ne cherchait pas l'amour dans ses yeux. Elle avait cessé de chercher depuis longtemps, mais elle espérait au moins un soupçon d'humanité. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, Samantha », dit-il d'une voix grave et rauque, espérant que cette phrase suspendrait le temps. Samantha marqua une pause, les doigts posés sur l'écran. Elle leva les yeux une fraction de seconde. Aucune surprise, aucune culpabilité. Juste une légère irritation d'avoir été interrompue. « Oh, Marcos, voyons, tu as déjà 35 ans. Tu n'es plus un gamin pour traîner avec des gamines et des vieilles dames. D'ailleurs, j'ai déjà réservé à la ferme avec les filles. À demain. Laissez votre carte de crédit à la réception. La mienne est bloquée. » Sans attendre de réponse, Samantha se retourna et partit. Seul le bruit de ses talons claquants dans le couloir subsista. Marcos resta figé, paralysé. Un rire amer et sec lui échappa. Voilà sa vie parfaite. Voilà la femme pour laquelle il avait décidé de miser son avenir, la partenaire idéale pour son image publique. Il était l'homme le plus riche de la ville. Pourtant, à cet instant précis, il se sentait le plus malheureux des hommes. Il saisit sa veste de costume bleu marine, parfaitement taillée pour ses épaules, et quitta l'immeuble. Le trajet jusqu'à sa demeure de Morumbi fut comme un enterrement silencieux. Tandis que le moteur de sa voiture de sport vrombit sur les avenues illuminées, Marcos se remémora 2 ans en arrière. Il se souvint d'un rire franc. Il se souvenait d'un regard doux. Il se souvenait d'Anna Maria. Elle préparait du café bon marché le matin, à une époque où son entreprise peinait à survivre. Elle fêtait ses anniversaires avec un gâteau au sucre et une bougie de fortune. Et lui, il avait jeté comme un vieux contrat quand il avait rencontré la famille de Samantha et entrevu l'opportunité d'intégrer le cercle très fermé des millionnaires. Il serrait le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Le regret était un poison lent. Il arriva chez lui. Les immenses grilles en fer noir s'ouvrirent automatiquement. L'hôtel particulier Bellerin se dressait, imposant et minimaliste, avec ses murs couleur crème et ses immenses fenêtres. Il ressemblait à un musée, un tombeau de marbre et de cristal, où rien ne se passait jamais en dehors du cadre prévu. Marcos coupa le moteur et soupira profondément. Il ne désirait rien d'autre qu'un verre de whisky écossais, s'installer confortablement sur son canapé en cuir italien et laisser la journée s'achever dans un silence absolu et immaculé. Il composa le code de sécurité sur la porte d'entrée. La serrure électronique se déverrouilla avec un clic métallique. Il poussa la lourde porte en bois, mais le silence qui l'attendait ne vint pas. Ce qui parvint à ses oreilles était un son étranger à son monde. Un cri perçant suivi d'un rire d'enfant qui résonna contre les hauts murs du couloir. Marcos fronça les sourcils. Ses muscles se tendirent. Que diable se passait-il chez lui? Il descendit rapidement le couloir principal, le cœur battant la chamade. La lumière naturelle inondait son luxueux salon par les immenses fenêtres, baignant l'espace d'une douce lueur qui contrastait fortement avec sa propre humeur sombre. Elle tourna au coin vers la pièce principale, ses pieds s'enfonçant dans le parquet fin. L'air lui manqua instantanément. La scène qui se déroulait sous ses yeux défiait toute logique. Elle ressemblait à une hallucination, à une collision frontale entre son monde rigide et impeccable et un ouragan de vie pure et chaotique. Au beau milieu de son salon, sur sa précieuse table basse en acajou, se trouvaient 2 enfants, 2 petits garçons d'à peine 1 an, blonds, aux joues rondes et aux yeux pétillants d'adrénaline. Ils portaient de minuscules salopettes en jean et de minuscules baskets rouges, qui piétinaient sans pitié le parquet ciré. Mais le pire, c'était ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils faisaient, c'était exactement ce que faisait Marcos,
au point de lui donner une sacrée frayeur. Les visages et les mains des bébés étaient entièrement recouverts de glaçage coloré. Ils se livraient à une bataille acharnée, s'emparant de morceaux d'un énorme gâteau d'anniversaire décoré et se les lançant les uns aux autres. Des miettes de pain, des miettes et des morceaux de meringue volaient dans les airs au ralenti. La table était méconnaissable. Une nappe blanche, sans doute celle du service de table, était tachée de confiture. Assiettes à dessert, chocolat, brochettes et friandises jonchaient le sol, écrasées, éparpillées. Les bougies du gâteau, à moitié consumées, menaçaient de tomber sur les précieux tapis persans. C'était un véritable désastre, un chaos vibrant, bruyant et étrangement tendre qui profanait son sanctuaire de silence. Et derrière la table, indifférente à la présence du maître de maison, se tenait une femme de chambre. Elle portait un uniforme bleu impeccable, au col blanc parfaitement repassé, désormais saupoudré de sucre. Elle portait des gants de ménage en caoutchouc jaune citron vif. Loin d'être horrifiée par le désastre, la femme se pencha en avant, riant de bon cœur, d'un rire franc et profond qui plissait légèrement ses yeux tandis qu'elle interagissait avec les jumeaux. Complètement absorbée par le jeu, elle esquivait les morceaux de gâteau avec un sourire radieux, baignée par la lumière qui filtrait par la fenêtre. Marcos était incapable de prononcer un mot. Son impeccable costume bleu marine lui semblait une camisole de force. Il porta ses mains à sa tête dans un geste dramatique de désespoir, les yeux grands ouverts. Il en resta bouche bée. C'était le magnate le plus redouté du pays, celui qui faisait trembler les banquiers. Et à cet instant, il ressemblait à une statue pétrifiée devant deux enfants en basket rouge qui saccageaient son salon. « Tiens, petit monstre de sucre !» s'exclama la femme en uniforme bleu, la voix vibrante de joie, en essuyant délicatement le nez d'un des enfants avec son doigt ganté de jaune. Cette voix. Le cœur de Marcos fit un bond. Ce ton enjoué, cette cadence à la fois douce et pétillante. Marcos sentit le sol du manoir disparaître sous ses chaussures en cuir italien. Il eut un frisson. Le sang bourdonnait si fort dans ses oreilles que les rires des bébés semblaient se fondre en un lointain écho. Marcos retira lentement ses mains de sa tête. Ses doigts tremblaient. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parvint à articuler Marcos d'une voix rauque et hagare, qui trancha l'atmosphère festive comme la lame d'une guillotine. La femme cessa de rire instantanément. Le rire s'éteignit en plein vol. Le dos de la servante se tendit complètement sous son uniforme bleu. Lentement, comme si elle pressentait le poids du monde sur ses épaules, elle baissa les bras gantés de jaune et commença à se tourner vers lui. Lorsque son visage fut enfin illuminé par la lumière naturelle qui filtrait à travers les immenses fenêtres, Marcos Bellerin reçut un coup invisible mais dévastateur, un coup direct au plus profond de son ego, de sa mémoire et de son âme. C'était elle, Anna Maria Silva. Le monde de Marcos, cet empire de gratte-ciel, de comptes bancaires à l'infini, de costumes sur mesure et d'épouses de la haute société, s'était effondré en 1000 morceaux sur le tapis persan qui coûtait plus cher que la vie entière d'un homme ordinaire. Ses yeux couleur miel si particuliers qui jadis le contemplaient avec la plus pure dévotion humaine, le fixaient désormais avec un mélange de terreur, d'incrédulité et d'une blessure profonde et incurable. Ses cheveux bruns, qui autrefois tombaient librement et sauvagement sur ses épaules lorsqu'il partageait ce petit appartement sans chauffage, étaient désormais tirés en arrière en un chignon rigide et strict, digne d'une employée de maison. Sa peau, jadis radieuse, paraissait pâle, marquée par la fatigue et la dureté d'un travail impitoyable. Marcos sentit le sang se retirer de son visage. Ses genoux tremblaient sous le pantalon de cachemire. C'était impossible. La probabilité mathématique que cela se produise était nulle. De toutes les agences de nettoyage de Sao Paulo, de toutes les demeures de Morumbi, le destin avait décidé de s'acharner sur elle précisément le jour de son 35e anniversaire. 2 ans auparavant, il l'avait quittée. Il avait simplement fait ses valises en silence, une nuit. Il laissa un chèque dérisoire sur la table de la cuisine qu'il partageait et alla signer le contrat de sa vie, s'engageant envers Samantha Cavalcante. Il effaça son numéro, bloqua ses réseaux sociaux, la raya de sa vie comme si Anna Maria n'avait été qu'une simple erreur de jugement dans son ascension vers le succès. Et maintenant, la femme dont il avait brisé le cœur se tenait devant lui, vêtue comme sa servante, en train de nettoyer sa table en acajou. Anna Maria ne dit pas un mot. Ses lèvres tremblaient légèrement. Son regard, fixé sur le visage pâle du millionnaire, commença à se cristalliser. L'horreur de la situation la frappa avec la même force qu'à lui. Elle ignorait à qui appartenait cette maison. L'agence Lee avait envoyé d'urgence le matin même, avec des instructions strictes. Le propriétaire n'est jamais là. Nettoyez. Prenez soin des enfants que nous vous avons autorisés à amener aujourd'hui et partez avant 20 heures. Le silence qui régnait dans la pièce était si pesant qu'on aurait pu le couper au couteau. Soudain, l'un des jumeaux blonds, insensible à la tempête émotionnelle qui secouait les 2 adultes devant lui, laissa échapper un rire innocent.
Il saisit un énorme morceau de gâteau au chocolat de ses petites mains givrées et l'écrasa contre la fine assiette en porcelaine. Boum! Le bruit sec de la porcelaine brisée rompit le charme. Le garçon babilla, tendant ses petites mains sales vers Anna-Maria, réclamant son attention. Ce simple bruit fit l'effet d'un détonateur dans le cerveau de Marcos. Le choc, la culpabilité et les regrets qui menaçaient de le mettre à genoux furent rapidement étouffés par la seule émotion qu'il avait appris à utiliser comme bouclier protecteur ces 2 dernières années. La colère. Une colère aveugle, défensive et sauvage. Marcos Bellerin serra les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent douloureusement dans ses paumes. Sa mâchoire se crispa, accentuant la dureté de son visage. Il ne pouvait pas lui laisser voir comment elle l'avait désarmé. Pas sur son territoire, pas chez lui. Il possédait tout, cet homme qui ne répondait à personne. Il se redressa, retrouvant l'allure imposante du prédateur d'entreprise que tous redoutaient, et fit 2 pas fermes vers le centre de la pièce. Le bruit de ses chaussures de cuir résonnait comme des coups de feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix n'était pas un cri, mais un rugissement sourd et guttural, chargé d'une hostilité telle qu'elle fit vibrer les vitres. Anna-Maria recula d'un pas par pur instinct, trébuchant légèrement sur le bord du tapis. La terreur lui traversa le visage une fraction de seconde, mais aussitôt après, ses yeux se posèrent sur les 2 enfants assis sur la table. L'instinct maternel étouffa toute trace de peur. D'un geste brusque et violent, empreint d'une dignité blessée, Anna-Maria arracha ses gants de ménage jaunes et les jeta sur les restes du gâteau. Elle se plaça devant la table de Mogno, faisant de son corps frêle un bouclier humain entre le millionnaire furieux et les 2 jumeaux d'1 an. « J'ai posé une question », s'écria Marcos, perdant tout contrôle de lui-même, lui qui s'en vantait si fièrement. Il pointa un doigt accusateur vers le désordre qui l'entourait, ignorant délibérément qu'il connaissait parfaitement la femme devant lui. « Regarde-toi. Regardez ma maison. Regardez mon salon. Qui vous a donné la permission de venir ici et de transformer ma propriété en garderie ?» Anna-Maria leva le menton. Sa respiration était laborieuse. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement sous son uniforme bleu, mais il ne détourna pas le regard. Ses yeux couleur miel, jadis effrayés, brillaient maintenant d'une fureur brûlante, une force que Marcos ne lui avait jamais vue en leur compagnie. « L'agence de service de luxe me l'a envoyé ce matin », répondit Anna-Maria. Sa voix trembla sur la première syllabe, mais se reprit rapidement. C'était une voix froide et tranchante, dénuée de toute affection passée. « Ils m'ont embauché en urgence pour remplacer quelqu'un. Ils m'ont dit que le patron ne serait pas là du week-end. » « Eh bien, ils t'ont menti », cracha Marcos en réduisant la distance qui les séparait. La veine de son cou palpitait visiblement sous le col impeccable de sa chemise blanche. « C'est ma maison, la mienne, et je ne vais pas payer des milliers de réaux à une agence de sécurité pour laisser entrer n'importe quelle femme de ménage. » Marcos s'interrompit brusquement. Ses yeux sombres, injectés de sang par un mélange de colère et de désespoir, se détournèrent pour la première fois d'Anna-Maria pour se poser sur la table. Les 2 petits-enfants le fixaient maintenant en silence. Leurs grands yeux ronds, encadrés de boucles blondes ébouriffées, étaient rivés sur le géant en costume bleu qui hurlait. L'un des jumeaux, celui dont la salopette en jean était la plus tachée de chocolat, laissa échapper un petit gémissement, effrayé par le volume de la voix de l'homme. Marcos sentit un bloc de glace se loger au creux de son estomac. Il essaya d'avaler sa salive, mais sa gorge était sèche comme du papier de verre. « À qui sont ces enfants ?» demanda Marcos. Et cette fois, sa voix ne rugissait pas, mais sifflait dangereusement. Le ton d'un homme sur le point de découvrir que le sol sous ses pieds est un champ de mines. Anna-Maria serra les dents. Ses mains se portèrent instinctivement vers l'arrière, touchant les petites jambes des bébés pour les rassurer de sa présence, les protégeant du monstre en costume. « Ça ne vous regarde pas, monsieur Bellerin », rétorqua Anna-Maria, utilisant son nom de famille comme une insulte, une gifle verbale qui résonna dans toute la pièce. « Ils étaient autorisés à entrer avec moi par le gérant de l'immeuble. Si vous avez le moindre problème avec le service, appelez l'agence et renvoyez-moi. Je vais nettoyer ce désordre en 5 minutes et ensuite je quitterai ta vie parfaite et vide. » Marcos ressentit la piqûre du mot « vide ». C'était comme si elle pouvait lire à travers son costume à $1000, jusqu'à la misérable solitude qu'il avait ressentie dans son bureau 1 heure auparavant. Il fit un pas de plus vers elle, ignorant son avertissement. Son regard n'était plus sur Anna-Maria. Il fixait intensément le visage de la jumelle assise à sa gauche. Le garçon le regarda avec curiosité, ayant surmonté sa frayeur initiale. Il pencha sa petite tête sur le côté. Marcos cessa de respirer. Ce regard, cette inclinaison de la tête, la forme précise de la mâchoire inférieure, même dissimulée sous les joues potelées et le glaçage à la vanille. C'était comme se regarder dans un miroir déformé par le temps.
C'était comme contempler une photo de lui-même 34 ans plus tôt. Une photo que sa défunte mère conservait dans un vieux tiroir, dis-je. Marcos baissa la voix jusqu'à un murmure terrifiant, les yeux rivés sur le garçon, son esprit tournant à plein régime, calculant des dates, comptant les mois en arrière avec une précision qui le rendait fou. À qui sont ses enfants? Anna Maria. Le nom lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. La prononciation de ces 4 syllabes fit voler en éclats la barrière professionnelle qu'ils s'efforçaient tous deux de maintenir. En entendant son nom dans cette voix grave qui lui avait jadis juré un amour éternel, Anna Maria ferma les yeux un instant. Une larme solitaire, traîtresse et inévitable glissa le long de sa joue pâle. Elle rouvrit les yeux avec défi, déterminée à emporter son secret dans la tombe plutôt que de donner à cet homme la satisfaction de connaître la vérité. Mais avant qu'Anna Maria ne puisse laisser échapper le mensonge qu'elle avait préparé sur le bout de sa langue, un raclement de gorge à l'entrée du couloir les fit se retourner brusquement. Debout sur le seuil de la pièce dévastée, les mains jointes derrière le dos et le visage empreint d'une sérénité solennelle, se tenait ce Benedito, le régisseur du manoir, l'homme qui avait servi la famille Bellerin pendant 40 ans. Ce Benedito contempla le gâteau détruit, les visages souillés des bébés, les larmes retenues d'Anna Maria, et finalement, son regard sage et âgé se posa sur le visage décomposé de son employeur. « C'est moi, monsieur Marcos », dit Benedito d'une voix calme qui contrastait fortement avec la tension ambiante. « Je l'ai laissé entrer. J'ai autorisé la présence des enfants, et je pense qu'il est temps d'arrêter de crier, car vous effrayez vos invités. » Marcos se tordit le cou avec une telle violence qu'un craquement sourd lui parcourut l'échine. Ses yeux, sombres et flamboyants d'un mélange de rage et de confusion totale, se fixèrent sur le vieil homme qui venait de parler. Ce Benedito ne broncha pas. À son âge, vêtu de son impeccable costume gris de manager, il était le seul être humain de toute la ville de Sao Paulo à ne pas craindre Marcos Bellerin. Il l'avait vu grandir, était tombé de vélo à 5 ans, et plus récemment, avait vu son âme se vendre pour un compte en banque bien garni. « Qu'est-ce que tu viens de dire, Benedito ?» La voix de Marcos était un murmure mortel, un fil qui vous étranglait. Le vieil administrateur fit un pas en avant, franchissant le seuil de la pièce en ruine. Ses chaussures ne firent aucun bruit sur le bois. Son attitude était droite, digne, imperturbable. Je lui ai dit que je l'avais amené, monsieur Marcos. J'ai usé de mon influence auprès de l'agence ce matin. J'ai expressément demandé qu'ils envoient mademoiselle Anna Maria, et je l'ai autorisé à amener les enfants sous prétexte que la maison serait vide pour son anniversaire. Marcos semblait avoir le cerveau en surchauffe. Il regarda Benedito, puis Anna Maria, puis les bébés, et enfin de nouveau Benedito. « Vous êtes viré, » rugit-il, son instinct de patron prenant le dessus face à la trahison. « Sortez de chez moi immédiatement. Vous deux, sortez. » Mais Benedito n'a même pas sourcillé. « Je partirai si tu me le demandes, mon garçon. Mais d'abord, tu vas m'écouter. Aujourd'hui, c'est ton 35e anniversaire. Je suis arrivé à cette maison à 6 heures du matin. J'ai vu sa fiancée, Samantha, sortir précipitamment en se plaignant qu'il n'avait pas préparé le jet privé pour aller à la fête avec ses amis. J'ai vu son téléphone portable personnel sur le bureau, branché à la recharge, sans aucune notification. Aucun membre de son prestigieux conseil d'administration ne l'a appelé. Aucun membre de son club de golf n'est venu lui rendre visite. Vous avez bâti un empire du cristal, monsieur Marcos, mais vous y êtes complètement seul. Il est en train de mourir de froid dans son propre palais. Les paroles de Benedito ont frappé Marcos comme des coups de marteau en plein cœur. C'était la vérité absolue, crue et sans phare. « Ça ne te donne pas le droit de la faire entrer chez moi », cria Marcos en désignant Anna Maria du doigt sans oser la regarder en face. « Tu m'as trahi. »« Je t'ai sauvé de toi-même », corrigea Benedito d'un calme implacable. « J'ai consulté les archives des services municipaux il y a des mois. Je savais que mademoiselle Anna Maria travaillait du matin au soir à nettoyer les sols des autres, et je savais que vous, même si vous ne l'admettez jamais, n'avez pas fermé l'œil de la nuit depuis le jour où vous l'avez abandonnée. » Anna Maria n'en pouvait plus. Le mot lui échappa, brisant le barrage de sa maîtrise de soi. Elle saisit un linge humide sur la table et, les mains tremblantes, se mit à essuyer le visage de l'un des jumeaux avec une force presque désespérée. Elle voulait effacer le gâteau, elle voulait effacer toute trace de leur présence, elle voulait devenir invisible. « Ça suffit » cria Anna Maria. Sa voix résonna contre les hauts murs, empreinte d'une dignité blessée et farouche. « Ne parlez pas de moi comme si j'étais un projet caritatif, monsieur Benedito. Vous m'avez menti, vous m'avez dit que le propriétaire de cette maison était un homme d'affaires étranger. Si j'avais su que cet appartement lui appartenait, j'aurais préféré mourir de faim dans la rue avec mes enfants plutôt que de franchir ce seuil. » Marcos eut l'impression qu'on lui avait vidé un seau d'eau glacée sur la tête. « Nous mourions de faim.
Cette phrase lui resta en tête, se retournant lentement contre elle. La fureur avait disparu, remplacée par une profonde et douloureuse perplexité. La fin. Marcos fit un pas vers la table, ignorant la barrière imaginaire qui les séparait. Anna Maria, de quoi parles-tu? Je t'ai laissé un chèque. Je t'ai laissé assez d'argent sur ce compte pour que tu vives confortablement pendant des années. Je me suis assuré que tu ne manques de rien. Anna Maria arrêta le linge humide à quelques centimètres de la joue du bébé. Il leva les yeux. Ses yeux couleur miel brûlaient d'un mépris si pur et absolu que Marcos ressentit une envie irrésistible de reculer. Votre addition. Anna Maria laissa échapper un rire sec, dénué de toute joie. Un rire qui sonnait comme du cristal brisé. J'ai déchiré ton fichu chèque en 1000 morceaux le jour même où je l'ai trouvé sur la table de la cuisine. Je ne voulais pas un sou de lui. Je ne voulais rien de cet homme qui m'avait utilisé comme un passe-temps pendant qu'il cherchait une femme dont le nom servirait ses intérêts professionnels. Marcos ouvrit la bouche pour se défendre, pour trouver une excuse logique, une justification d'entreprise qui expliquerait pourquoi il l'avait quitté. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il n'y avait pas d'excuse. Elle avait raison. Anna Maria jeta le chiffon taché sur la table, prit un des bébés dans ses bras et le serra contre elle, le protégeant du glaçage qui recouvrait encore les vêtements de l'enfant. « Avez-vous entendu, monsieur Bellerin ?» demanda-t-elle. Son ton était soudain froid, professionnel et distant, tandis qu'elle regardait Benedito. « On est viré. Je prends mes enfants et je sors par l'entrée de service. Ne vous inquiétez pas, monsieur Bellerin. Le désordre sur ton bureau sera déduit de mon salaire à l'agence. Passe un joyeux anniversaire dans ton château. » Il se tourna pour prendre le deuxième enfant dans ses bras, mais avant que ses doigts ne le touchent, Marcos intervint. Ce fut un geste rapide et impulsif, guidé par une force invisible dont Marcos ignorait l'existence. Son corps, habitué à calculer chaque pas dans les salles de réunion et les conférences de presse, réagit par pur instinct animal. Il barra le passage à Anna Maria. Il ne la toucha pas. Mais sa stature imposante et la largeur de ses épaules, moulées dans son costume, lui bloquaient toute issue. Il se tenait à quelques centimètres de la table en acajou, à quelques centimètres du deuxième enfant. « Écarte-toi, Marcos », prévint Anna Maria, sa voix s'abaissant dangereusement d'une octave, tremblante d'adrénaline. Elle serra le garçon qu'elle tenait contre elle, l'écrasant presque dans son désespoir de le protéger. Marcos ne bougea pas. Sa respiration était lourde, irrégulière. Toute l'attention du magnate, toute l'intensité de son regard sombre, se détourna d'Anna Maria et s'abattit comme un poids mort sur le bébé, toujours assis sur le bois, entouré de miettes de gâteau au chocolat. Le garçonnet, vêtu d'une petite salopette en jean à pois, ne semblait pas effrayé par la soudaine proximité du géant en costume. Au contraire, le bébé cligna de ses grands yeux ronds, pencha la tête, avec une curiosité pure et sans malice, tendit une de ses petites mains potelées entièrement recouvertes de meringues blanches. La minuscule main s'écrasa contre le revers du costume impeccable de Marcos. Anna Maria réprima un cri de panique, s'attendant à ce que le millionnaire explose de colère en voyant ses vêtements abîmés. Il s'attendait à ce qu'il le chasse, mais Marcos Bellerin ne fit absolument rien. Il regarda la petite main tachée qui agrippait son revers, sentit la pression de ses doigts minuscules contre sa poitrine, puis, lentement, leva les yeux vers le visage du garçon. Le temps sembla s'arrêter à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas sous l'effet du choc visuel, c'était sous l'effet d'une destruction intérieure. Marcos vit. Il vit avec une clarté qui lui coupa le souffle. Il vit la forme exacte de ses propres sourcils sur ce petit visage. Il remarqua la même courbe obstinée de son menton. Il vit la même profondeur sombre dans ses yeux qui lui rendait son regard avec une innocemment défiante. Ce garçon lui était familier. Ce garçon était un corps de chair et de sang. Une sueur froide lui coulait dans la nuque. Son pouls résonnait dans ses oreilles avec la force d'une perceuse industrielle. Anna Maria. Ce nom lui serrait la gorge. Marcos ne quittait pas le bébé des yeux. Sa grande main tremblante se leva instinctivement, s'arrêtant à quelques millimètres des cheveux blonds du garçon, sans oser les toucher. Quel âge ont-ils? Anna Maria recula d'un pas, heurtant le dossier d'une chaise de la salle à manger. Son visage devint livide. Ne l'approchez pas, siffla-t-elle, chuchotant pour ne pas effrayer les enfants, mais avec une fureur meurtrière vibrant dans chaque syllabe. Dites-moi quel âge ils ont. La voix de Marcos se brisa. Ce n'était pas un cri autoritaire, mais un appel brisé et désespéré. Il tourna son visage vers elle. Ses yeux, toujours froids et impénétrables, étaient maintenant injectés de sang. Ses lèvres étaient grandes ouvertes, béantes sous l'effet de la terreur absolue de la réponse qu'elle allait recevoir. Anna Maria les serra jusqu'à ce qu'elles ne forment plus qu'une ligne blanche. Elle voulait mentir. Elle avait envie de crier qu'ils avaient 8 mois,
qu'ils avaient 2 ans, qu'ils appartenaient à un autre homme, que l'univers se moquait d'elle. Mais sous le regard scrutateur, dévasté et implacable de Marcos, le mensonge lui étranglait la gorge. Elle ne pourrait pas garder ce secret éternellement. La biologie elle-même la trahissait dans le visage de ce bébé. Elle a 1 an, murmura Anna Maria. 2 mots, 2 simples mots qui s'abattirent dans la pièce comme une bombe atomique. Le silence qui suivit fut sépulcral. Le cerveau de Marcos Bellerin, une machine brillante entraînée à calculer les risques financiers, les taux d'intérêt et les projections futures en une fraction de seconde, se mit à résoudre la seule équation mathématique qui comptait vraiment dans sa vie. 1 an. 12 mois depuis leur naissance. 9 mois de grossesse. 12 plus 9. 21 mois. Ce nombre s'est gravé en lui comme une évidence. 21 mois. Il y a exactement 1 an et 9 mois, durant la première semaine d'octobre, il avait fait sa valise en cuir au beau milieu de la nuit. Il avait laissé Anna Maria dormir sur ce lit bon marché aux matelas affaissés. Il avait signé ce chèque misérable, l'avait glissé sous la tasse de café dans la cuisine et avait fermé la porte à jamais, montant dans la voiture noire qui le conduirait vers sa nouvelle vie avec Samantha Cavalcante. 21 mois. L'air quitta violemment les poumons de Marcos. Ses genoux fléchirent un instant, le faisant légèrement chanceler en arrière. Il dut s'appuyer d'une main sur la table en acajou, écrasant un morceau de gâteau à la vanille pour l'empêcher de tomber par terre. Tu étais... Marcos n'arrivait pas à finir sa phrase. La terreur l'étouffait. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'il allait s'arrêter. Tu attendais mon enfant la nuit où je suis parti. Anna Maria le regarda de l'autre côté de la table. La peur avait disparu de son regard, remplacée par une froideur absolue, une armure de glace forgée par des nuits de larmes et des matins passés à nettoyer des bureaux. 2, en fait, répondit Anna Maria avec un calme étonnant. Sa voix ne tremblait pas. Aucune larme ne coulait sur son visage. Seule la force d'une femme qui avait déjà survécu à l'enfer. Elle attendait des jumeaux, Marcos. Gémeaux. Marcos baissa la tête. Le magnate intouchable, le requin des affaires, ferma les yeux très fort tandis que le poids écrasant de la vérité lui brisait l'échine. Il avait abandonné la seule femme qu'il ait jamais aimée inconditionnellement, alors qu'elle était enceinte. Il l'avait laissée démunie, seule, portant ses propres enfants, tandis que lui, il savourait des contrats mirobolants et posait pour les magazines mondains avec une épouse de pacotille. La douleur qui lui transperçait la poitrine était physique, réelle, tranchante comme une lame rouillée. Il essaya d'inspirer, mais l'oxygène ne pénétra pas. Il ouvrit les yeux, embué d'une humidité luisante qu'il n'avait plus ressentie depuis l'enfance, et regarda les 2 enfants. Ils portaient des baskets rouges bon marché. Sa mère portait un uniforme de bonne tachée, et lui une montre qui coûtait plus cher que la maison où elle habitait probablement. Anna Maria, bon sang. Marcos passa sa main libre sur son visage, un geste d'agonie pure, d'incrédulité, de dégoût de soi. Pourquoi ? Pourquoi ne m'a-t-il jamais contacté ? Pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit ? Il avait mon numéro, il connaissait mes bureaux. Pourquoi les as-tu laissés vivre ainsi ? Le visage d'Anna Maria se transforma. Son calme glacial se brisa, laissant place à une fureur volcanique, une indignation si profonde qu'elle l'ébranla jusque dans ses fondements. Pourquoi ne t'ai-je pas cherché ? La voix d'Anna Maria monta en puissance, résonnant dans tous les recoins de la luxueuse demeure, fendant l'air comme un fouet. Pourquoi as-tu pris cette décision, Marcos ? Tu as choisi ton monde de verre maudit. Tu m'as abandonné comme un chien en pleine nuit parce que je n'étais pas assez raffiné pour tes nouveaux associés. Regarde-toi, regarde ta maison, regarde ton costume. Crois-tu que mes enfants méritent un père qui s'enfuit dans les ténèbres par lâcheté ? Je ne voulais pas de ta pitié, je ne voulais pas de ton argent entaché de culpabilité. Je voulais un homme, et tu as cessé d'en être un le jour où tu as franchi cette porte. Marcos a encaissé le coup de plein fouet, il n'a pas cherché à se défendre. Chaque mot prononcé par Anna Maria le blessait profondément, et il savait qu'il les méritait tous. Il releva lentement la tête, les yeux rougis, prêt à accepter l'humiliation la plus totale, prêt à ramper s'il le fallait pour implorer son pardon. Il ouvrit la bouche pour parler, prêt à lui offrir le monde entier si elle le lui demandait. Mais avant même qu'elle ait pu prononcer un seul mot, le claquement de la porte d'entrée résonna dans le couloir, suivi du cliquetis sec et caractéristique de talons aiguilles de Marc s'approchant à toute vitesse. Marcos. La voix aiguë, irritée et arrogante de Samantha retentit avant qu'elle n'apparaisse sur le seuil. J'ai oublié ma carte de crédit dans votre bureau, et ces imbéciles de vigile ne m'ont pas laissé la récupérer. Samantha entra dans la pièce et s'arrêta net. Son regard parcourut les lieux. Le gâteau détruit, les bébés sur le parquet ciré, Anna Maria dans son uniforme bleu, et Marcos, l'homme inaccessible, au bord des larmes, devant la bonne. La tempête parfaite venait d'éclater.
Les talons aiguilles de Samantha Cavalcante, une édition limitée parisienne au prix d'1 an de salaire, s'arrêtèrent net au bord du tapis persan. Le sac à main de Marc glissa légèrement de son épaule. Ses yeux, parfaitement dessinés et dénués de toute empathie, parcoururent le salon. Elle ne regarda pas Marcos en premier. Elle contempla le désordre. Elle vit la fine nappe blanche tachée de chocolat, la porcelaine brisée sur le sol, le glaçage étalé sur les coussins de soie du canapé, et enfin, les 2 petits-enfants assis sur l'immaculée table en acajou. Son regard se posa alors sur Anna Maria, dans son uniforme de bonne bleue. Le visage de Samantha se crispa en une expression de pur dégoût. « Qu'est-ce que ça veut dire » hurla-t-elle, sa voix aiguë brisant le silence, pesant comme du cristal se fracassant contre un mur. « Marcos, peux-tu m'expliquer pourquoi ton salon ressemble à une porcherie, et pourquoi une bonne à rien laisse ses gamins saccager des meubles qui valent plus que sa misérable vie ?» Anna Maria serra les dents jusqu'à en avoir mal. Ses mains, encore tremblantes après les aveux qu'elle venait de faire à Marcos, serraient les petits corps de ses enfants. Elle ne céda pas d'un pouce. Ces 2 dernières années, elle avait enduré l'humiliation, la faim et le mépris. Mais personne n'allait insulter ses enfants en face. Personne. Marcos, quant à lui, restait paralysé. Son esprit était encore sous le choc de réaliser que ses 2 enfants blonds étaient ses jumeaux. Le mot « jumeaux » résonnait encore en elle. La voix stridente de Samantha lui parvenait comme sous l'eau, un bruit irritant et lointain. « Je te parle, Marcos. » Samantha fit 2 pas menaçants vers le centre de la pièce, pointant un doigt parfaitement formé droit sur le visage d'Anna Maria. « Toi, bonne à rien, prends tes sales bâtards et dégage d'ici sur le champ. Regarde ce qu'ils ont fait à la moquette. Je te jure que je ferai en sorte que l'agence récupère jusqu'au dernier centime, et ensuite, je ferai en sorte que tu ne nettoies plus jamais de toilettes dans toute cette ville. » L'insulte planait dans l'air. Sales ordures. Quelque chose s'est brisé en Marcos. Un craquement physique, audible uniquement pour lui. La douleur paralysante, la culpabilité suffocante et la terreur d'avoir abandonné ses propres enfants s'évaporèrent en une fraction de seconde, remplacées par une fureur si sombre, si primitive et si mortelle que l'air de la pièce sembla se refroidir instantanément. Samantha ne remarqua rien. Elle était trop occupée par sa crise de colère de fille riche. Elle sortit son téléphone portable dernier cri d'un geste brusque et se mit à taper frénétiquement. « J'appelle la sécurité tout de suite », poursuivit Samantha sans quitter Anna Maria des yeux. « Tu vas sortir d'ici menottée, espèce d'idiote. Et ces morveux, ils iront directement à... Tais-toi. » Ce fut un seul mot, un murmure rauque et profond, prononcé d'un ton si bas et glaçant que Samantha cessa aussitôt de taper sur l'écran tactile. Offensée, elle leva les yeux, s'attendant à voir Marcos, l'homme d'affaires calculateur qui était toujours d'accord avec elle pour éviter les scandales. Mais l'homme qui la regardait n'était pas son fiancé. Il était un prédateur prêt à attaquer. Marcos se redressa. Ses larges épaules masquaient complètement la vue de Samantha sur Anna Maria et les garçons. Son visage était d'une pâleur cadavérique, mais ses yeux sombres brûlaient d'une violence contenue qui fit reculer Samantha malgré elle. « Qu'est-ce que tu as dit » balbutia-t-elle, offensée par le ton. « Marcos, mais qu'est-ce qui te prend ? Cette femme a amené ses enfants chez nous. Ils sont en train de nous ruiner. Retourne l'appeler une bonne, interrompit Marcos, sa voix vibrant d'une menace pure et absolue, tandis qu'il faisait un pas vers Samantha. Retourne insulter ses enfants. Et je te jure, Samantha, je vais te détruire, toi, la société de ton père et ton nom de famille maudit avant l'aube. Samantha ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le téléphone portable a failli lui échapper des mains. Jamais, en 2 ans de relation, Marcos ne lui avait crié dessus. Jamais il ne l'avait regardé avec un tel dégoût. Anna Maria, debout derrière le large dos de Marcos, le regardait, les yeux écarquillés. Son cœur battait la chamade. C'était bien cet homme impitoyable dont on avait parlé aux informations, ce magnate des affaires. Mais cette fois, il la défendait. « Marcos, tu perds la tête. » Tenta de répliquer Samantha, la voix tremblante, sentant le contrôle de la situation lui échapper. « Tu me menaces à cause d'une simple femme de ménage ? Je suis ta fiancée. Je suis la femme que tu vas épouser dans 3 mois. Mon père est l'associé principal de son entreprise de construction. » Marcos ne sia pas. La froideur de son regard était terrifiante. « Plus maintenant, » déclara-t-il. Le silence dans le manoir devint suffocant. Samantha cligna des yeux à 2 reprises, son cerveau pourtant si performant refusant de traiter les 2 simples syllabes qu'elle venait d'entendre. « Quoi » lâcha-t-elle dans un rire nerveux et forcé. « De quoi parles-tu » Marcos s'approcha jusqu'à se trouver à quelques centimètres d'elle, la dévisagea, effaçant toute trace de respect ou d'affection qu'il avait pu éprouver pour elle.
Il vit la superficialité de son visage, l'égoïsme qui coulait dans ses veines, la froideur avec laquelle elle venait de traiter ses propres enfants de bâtards, et il eut la nausée. Le mariage est annulé, Samantha, lança Marcos, chaque mot frappant l'air comme un marteau d'acier. Les fiançailles prennent fin ici, aujourd'hui, à cette seconde précise. La mâchoire de Samantha se décrocha, et son visage maquillé se vida complètement de toute couleur. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» s'écria-t-elle, perdant complètement son sang-froid et poussant un cri hystérique. Les invitations ont déjà été envoyées. La fusion de nos entreprises dépend de ce mariage. Vous allez me ridiculiser devant toute la société de Sao Paulo pour une crise de colère stupide. Je me fiche complètement de la société de Sao Paulo. Je me fiche complètement de votre père, je me fiche complètement de la fusion, cracha Marcos en désignant la porte d'entrée d'un doigt ferme, sans la quitter des yeux. Gardez la bague. Acceptez ceci en guise de compensation pour ces 2 années perdues, mais je veux que vous quittiez ma propriété immédiatement. Samantha respirait bruyamment. Son regard oscillait entre Marcos et Anna Maria, cherchant à comprendre pourquoi le magnate le plus froid de la ville abandonnait un empire pour une femme de ménage. C'est elle, n'est-ce pas? Siffla Samantha, les yeux remplis de larmes de colère et d'humiliation. Tu couches avec la bonne. C'est dégoûtant, Marcos. C'est pathétique. Marcos n'a pas crié. Il n'avait pas besoin de faire ça. L'autorité véritable ne crie pas, ce n'est pas une employée, dit Marcos. Et pour la première fois de la soirée, sa voix laissa transparaître un soupçon de respect, de pure révérence, un ton qu'il n'avait jamais employé avec Samantha. Elle possède la seule partie de mon âme qui ait jamais eu de valeur. Et ces enfants que vous venez d'insulter sont les miens. Le coup a été terrible. Samantha recula comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac, regarda les jumelles sur la table, jeta un coup d'œil au visage durci d'Anna Maria, et enfin, croisa le regard déterminé et mortel de Marcos. Elle sut à cet instant qu'elle avait perdu, qu'aucune manipulation, aucune larme, aucune menace financière ne pourrait la sauver. Tu vas le regretter, Marcos Bellerin, cracha Samantha avec venin, se retournant brusquement. Mon père te ruinera. Tu finiras sans ressources. Qu'il essaie, répondit-il, imperturbable. Maintenant, sortez de chez moi. Les talons de Samantha résonnèrent violemment sur le parquet, tandis qu'elle se dirigeait rapidement vers la sortie. Elle ne se retourna pas. Quelques secondes plus tard, le claquement sourd de la porte d'entrée qui se refermait résonna dans toute la demeure, faisant trembler les cadres des tableaux, puis soudain, un silence absolu retomba. La tempête était passée, ne laissant derrière elle que des décombres. L'immense et luxueux salon semblait plus grand, et pourtant vide, et, en même temps, infiniment plus petit. Marcos se tenait au milieu du tapis, dos à la table. Les épaules de l'imposant magnate s'affaissèrent lentement, comme si un poids immense venait de lui être ôté, aussitôt écrasé par une culpabilité encore plus grande. Il avait protégé ses enfants, il avait chassé la femme qui méprisait Anna Maria, mais il savait pertinemment que cela n'effaçait pas le passé, ni les 21 mois d'abandon, ni les sols qu'Anna Maria avait dû frotter à genoux, enceinte. Lentement, tel un condamné à mort, Marcos Bellerin se tourna vers Anna Maria. Elle demeurait immobile, protégeant les bébés. Ses yeux couleur miel l'observaient, l'examinant avec attention, cherchant le moindre stratagème, le moindre mensonge orchestré derrière l'acte d'héroïsme dont elle venait d'être témoin. Mais au lieu d'un homme d'affaires, il trouva un homme complètement brisé. L'un des jumeaux, ignorant la tension palpable entre ses parents, leva la main et marmonna en désignant les bougies éteintes et à moitié écrasées qui gisaient encore sur les restes du gâteau au chocolat. Marcos regarda le garçon. Sa lèvre inférieure tremblait. Il s'avança lentement vers la table, les mains ouvertes le long du corps, signe qu'il ne représentait aucune menace, signe qu'il se soumettait totalement. Anna Maria le supplia, la voix brisée pour la première fois de sa vie. « S'il te plaît, dis-moi tout. » L'écho du portail de Samantha résonnait encore contre les murs du manoir, mais à l'intérieur du salon, le silence était absolu, un silence lourd, pesant, chargé du poids de 21 mois de mensonges, de lâcheté et de souffrances accumulées. Marcos Bellerin, l'homme qui faisait trembler les conseils d'administration d'un seul regard, le magnate qui contrôlait les rouages financiers de la ville, se tenait au milieu des restes d'un gâteau au chocolat, complètement désarmé. Son bouclier d'entreprise était réduit en miettes. Ni un costume de marque, ni un compte en banque ne pouvait le protéger du gouffre émotionnel qui s'ouvrait sous ses pieds. Lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait la vie, Marcos réduisit la distance qui le séparait de la table de Mogno. Anna Maria ne recula pas. Il n'y avait plus aucune peur dans ses yeux couleur miel. Elle avait vu Marcos affronter Samantha. Elle avait vu comment il avait sacrifié son empire pour défendre les garçons, mais cela n'effaçait pas les nuits de faim, cela ne pansait pas la blessure originelle. Elle garda sa position inflexible, protégeant les jumeaux de son corps,
anticipant le coup. Marcos s'arrêta à un demi-mètre d'elle, ses yeux sombres, injectés de sang et brillant d'une vulnérabilité qu'Anna Maria ne lui avait jamais vue, se posant sur les deux enfants blonds. L'un des jumeaux était occupé à manger un morceau de glaçage jaune collé à ses doigts, inconscient de la tension mortelle qui régnait entre les adultes. L'autre garçon leva le visage, taché de gâteau, et fixa Marcos de ses grands yeux ronds, un regard pur, innocent. La poitrine de Marcos se soulevait et s'abaissait violemment. Il essaya d'avaler sa salive, mais sa gorge était pleine de sable. Anna Maria. La voix de Marcos n'était qu'un murmure rauque, une supplique qui déchirait l'air de la pièce. Je dois l'entendre de ta propre bouche, je dois te le dire en me regardant dans les yeux. Les dates coïncidant, mon regard se tourne à nouveau vers ses enfants, mais je dois écouter. Anna Maria serra les lèvres. La fureur qui l'habitait luttait contre la lassitude d'avoir gardé ce secret si longtemps. Écoutez quoi, Marcos ? Répliqua-t-elle d'un ton glacial qui fit frissonner le millionnaire. Voulez-vous que je confirme ce que votre esprit brillant a déjà calculé ? Marcos hocha lentement la tête, fermant les yeux un instant. Une larme solitaire, lourde et chargée de regret, glissa le long de sa joue et disparut dans le creux de sa mâchoire. Oui, implora Théil en ouvrant les yeux et en les fixant sur les siens. Dis-moi, sont-ils à moi ? La question planait dans la pièce dévastée. C'était la confirmation ultime, le point de non-retour. Anna Maria releva le menton, prit une profonde inspiration et laissa échapper la vérité crue. Oui, ce sont les tiens, Marcos. Ils portent ton sang, ils portent tes yeux, ils portent l'obstination de ton caractère. Ce sont tes enfants. Marcos sentit ses genoux flancher. L'impact de ces deux syllabes, prononcées à voix haute, fut comme un séisme de magnitude 9 qui le secoua violemment. Il dut s'agripper au bord de la table en acajou pour ne pas s'effondrer sur les restes du gâteau. Sa respiration devint irrégulière, presque asthmatique. « Mon Dieu !» balbutia-t-il en se couvrant la bouche d'une main tremblante, regardant les jumeaux comme s'ils étaient à la fois un miracle et une malédiction. « Mes enfants. J'ai des enfants. » Marcos tendit une main tremblante vers le bébé le plus proche. Ses doigts s'arrêtèrent à quelques centimètres des boucles blondes indisciplinées, terrifié à l'idée de les toucher, terrifié à l'idée de les contaminer par la même lâcheté qui l'avait fait fuir 2 ans plus tôt. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-il, la voix brisée sur la dernière syllabe. Anna Maria baissa les yeux vers les garçons. Pour la première fois de la soirée, son masque de froideur s'adoucit légèrement. L'amour inconditionnel d'une mère illumina son visage fatigué. « Gaël, dit-elle doucement en désignant le garçon qui la fixait, et celui qui mange le glaçage, c'est Ravi, Gaël est Ravi. » Marcos répétait les noms comme une prière sacrée. Il les savourait, sentant le poids de la paternité lui serrer les poumons. « Mes fils. Mes garçons. » Soudain, Marcos leva les yeux. Le désespoir déforma ses traits. « Mais pourquoi, Anna Maria ?» La douleur explosa dans sa voix, un cri désespéré qui résonna contre les hauts plafonds du manoir. « Je jure que je ne savais pas, je jure sur ma vie que si j'avais su que j'étais enceinte, jamais, au grand jamais, je n'aurais franchi cette porte. J'aurais tout abandonné, l'entreprise, Samantha, tout. Pourquoi m'avoir caché une chose aussi importante ? Pourquoi m'avoir privé de mon droit d'être leur père ? » Anna Maria fit un pas en avant. La douceur disparut instantanément de son visage. Ses yeux couleur miel s'embrasèrent d'une flamme mortelle. « Ai-je volé votre droit ?» siffla Anna Maria, la voix tremblante de rage pure. Elle désigna la poitrine de Marcos du doigt, tachée de gâteau, comme pour le précipiter mentalement dans l'abîme. « Tu t'es volé toi-même, Marcos. Tu as perdu ce droit la nuit où tu as décidé que mon amour ne te suffisait pas. » La plainte d'Anna Maria a frappé Marcos de plein fouet. Il n'a pas cherché à se défendre. Il est resté là, encaissant le choc, car il savait au fond de lui que chaque mot était une juste condamnation. Anna Maria laissa échapper un rire amer et sec qui ne lui montait pas aux yeux. « Tu veux savoir pourquoi je ne te l'ai pas dit ?» commença-t-elle. Et cette fois, son ton professionnel avait complètement disparu. C'était la voix d'une survivante, une femme qui avait traversé l'enfer pieds nus. « Voulez-vous savoir ce qui s'est passé après que vous ayez laissé votre maigre chèque sur la table de la cuisine et que vous soyez parti comme un voleur en pleine nuit ?» Marcos déglutit difficilement, la terreur le paralysant. Il hocha lentement la tête. « Je me suis réveillé seul, » poursuivit Anna Maria en le fixant du regard, l'obligeant à voir les blessures invisibles qu'il lui avait infligées. « J'ai vu le chèque. J'ai vu l'armoire vide. Je me suis traîné jusqu'à la salle de bain et j'ai vomi jusqu'à avoir l'impression que mes entrailles allaient se déchirer. Je pensais que c'était la douleur de ta rupture. J'avais l'impression de mourir de tristesse. Je suis allé dans une pharmacie bon marché le même après-midi. J'ai acheté 3 tests.
Tous les trois ont été testés positifs. Marcos ferma les yeux très fort. La douleur physique qu'il ressentait à la poitrine était insupportable. Tu sais ce que j'ai ressenti à ce moment-là, Marcos? La voix d'Anna Maria baissa d'un ton, se muant en un murmure sombre et implacable. J'étais terrifiée. L'homme qui m'avait promis monts et merveilles, celui qui m'avait dit que j'étais son pilier, venait de me vendre à une entreprise de construction. Et je me retrouvais seule, sans emploi, sans argent, avec 2 vies qui grandissaient en moi. Je t'ai laissé de l'argent, Anna Maria, murmura Marcos d'une voix faible, dans une tentative pathétique d'apaiser sa culpabilité. Je t'en ai laissé assez pour. J'ai déchiré ton fichu chèque, hurla Anna Maria. L'écho de sa colère fit sursauter les bébés, qui la regardèrent avec surprise. Elle prit une profonde inspiration et baissa aussitôt la voix pour ne pas les effrayer. Je l'ai déchiré, Marcos, parce qu'accepter votre argent, c'était accepter que vous m'ayez acheté. C'était accepter que je ne sois qu'une transaction de plus dans votre stupide ascension vers le sommet. Ma dignité et mes enfants n'avaient pas de prix. Marcos la regarda, anéanti. La silhouette imposante du magnate semblait minuscule, flétrie, face à la forteresse géante de la femme en uniforme bleu. Vous imaginez ce que c'est que de nettoyer des toilettes publiques avec un ventre de 7 mois? Poursuivit Anna Maria sans relâche, l'obligeant à ravaler toute sa douleur. Vous imaginez ce que c'est que de frotter les sols des centres commerciaux à 3 heures du matin, de sentir ses enfants suffoquer parce qu'on n'a rien mangé d'autre qu'un morceau de pain rassis de toute la journée? Ça suffit, supplia Marcos en tombant à genoux sur le tapis persan. Son pantalon bleu marine était taché de meringues et de chocolat, mais il n'y prêtait aucune attention. La douleur l'étouffait. Elle se prit la tête à 2 mains, cachant son visage tandis que des larmes commençaient à mouiller ses doigts. S'il te plaît, Anna Maria, arrête. Tu me tues. Non, n'ose même pas me demander d'arrêter, s'écria-t-elle sans relâche. Tu veux la vérité? Prends-la. J'ai saigné, Marcos. À 8 mois, j'aidais à nettoyer des bureaux à 3 pâtés de maison de leur fichu siège social. Ils m'ont emmené d'urgence à l'hôpital public, où il n'y avait même pas assez de lits. J'ai accouché seule sur une civière rouillée, terrifiée, persuadée que j'allais les perdre. Marcos laissa échapper un sanglot étouffé. L'homme froid et impassible s'était complètement effondré. Le son de son sanglot rauque et déchirant emplit le salon. Et quand je les ai serrés dans mes bras, la voix d'Anna Maria s'est brisée. Une larme solitaire a coulé sur sa joue pâle, mais elle ne l'a pas essuyée. Elle a gardé les yeux fixés sur le ciel. Quand je les ai vus pour la première fois, si petite, si parfaite, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'y ai vu ton visage. J'y ai vu les mêmes yeux sombres. Et je me suis juré de ne jamais permettre à l'homme qui nous avait rejetés comme des ordures de les approcher. Anna Maria fit un pas vers le millionnaire agenouillé. Sa voix n'était plus un cri. C'était une sentence ferme et définitive. Je ne les ai pas cachés par vengeance, Marcos. Je les ai cachés pour les protéger. Car un homme qui a besoin d'humilier les autres pour se sentir puissant, un homme qui se vend au plus offrant pour le prestige social, n'est pas un homme. Je préfère que mes enfants grandissent en croyant que leur père est mort plutôt qu'en sachant que c'était un lâche qui s'est enfui par la porte de derrière. Le silence retomba sur le manoir. Marcos gisait sur le sol, entouré des miettes de son gâteau d'anniversaire réduit en miettes. Son empire tout entier, ses millions, tous ses biens ne valaient plus rien à cet instant. Anna Maria venait de lui montrer l'immense et grotesque cicatrice qu'il avait laissée derrière lui. Et aucun zéro sur un chèque ne pouvait effacer la somme. Gaël, le jumeau à la salopette la plus sale, glissa par-dessus le bord de la table de mahogany. Avant qu'Anna Maria ne puisse l'arrêter, le garçon rampa sur la moquette déchirée et s'immobilisa juste devant l'homme en costume qui pleurait à chaudes larmes sur le sol. Le bébé, ignorant de la scène, du passé et des erreurs, tendit sa petite main tachée de chocolat et effleura la joue humide de Marcos. Le contact fut fugace. Juste le frôlement humide de ses minuscules doigts contre la peau tendue de sa mâchoire lui donnait l'impression, à Marcos Bellerin, d'être transpercé par un éclair. Gaël l'observait avec une curiosité infinie, marmonnant une syllabe inintelligible tout en laissant une trace de glaçage au chocolat et à la vanille sur sa joue ruisselante de larmes. Marcos retint son souffle. Ses grandes mains, ces mêmes mains qui avaient signé des plans de licenciement massifs et des fusions d'entreprises à plusieurs millions de dollars sans la moindre hésitation, se levèrent involontairement. Il voulait toucher la petite main de son fils. Il voulait s'y accrocher comme à une bouée de sauvetage au milieu de l'océan glacé où il se noyait. Mais avant même que ses doigts n'effleurent la peau du garçon, Anna Maria réagit. Son geste fut rapide, guidé par un instinct primitif et féroce. Elle s'accroupit brusquement, saisit Gaël par les bras et l'arracha à Marcos, le serrant contre sa poitrine avec une force protectrice presque sauvage.
Ne les touchez pas, cria-t-elle en reculant de 2 pas brusques, trébuchant sur ses chaussures de travail. Les yeux écarquillés de panique, elle craignait qu'il ne les lui prenne. N'y touchez surtout pas. Marcos sentit un vide immense envahir son visage. Le froid le saisit à nouveau, plus cruel que jamais. Il se leva en titubant maladroitement, se déplaçant comme un animal acculé et blessé. La panique l'envahit. Son cerveau, conditionné ces dernières années à résoudre toute crise existentielle ou professionnelle par des chèques et des virements, était passé en mode survie. Répare-le, hurlait son instinct. Achète-le. Rembourse la dette. Fais que la douleur cesse. Anna Maria, écoute-moi. Commença Marcos. Sa voix n'était qu'un flot de syllabes accélérées, il trébuchait sur ses propres mots, tandis qu'il faisait des pas erratiques dans la pièce, marchant sur la porcelaine brisée sans même s'en apercevoir. J'étais un idiot. Tu étais un monstre. Je sais. J'étais la pire ordure au monde, mais je peux réparer mes erreurs. Regarde-moi. Je peux arranger ça tout de suite. Anna Maria le regarda, comme si l'homme devant elle perdait la raison. Elle tenait fermement Gaël d'un bras, et de l'autre main, elle prit Javi sur la table, les serrant tous deux contre elle. « Réparer quoi, Marcos » demanda-t-elle en reculant lentement vers l'immense couloir obscur. « Tout » s'écria-t-il, croisant les bras et embrassant l'immense demeure d'un geste désespéré et sauvage. « Tout ceci, cette maison, cette immense demeure, est à toi. J'appelle mes avocats tout de suite. Anna Maria, je signe tout de suite ton dossier, avec les noms des garçons. Tu ne nettoieras plus jamais un sol de ta vie. Il ne connaîtra plus jamais la fin. » Marcos s'approcha frénétiquement d'une élégante table d'appoint en acajou. Il ouvrit un tiroir avec une telle force qu'il faillit l'arracher de ses glissières et en sortit un chéquier et un lourd stylo en or massif. Ses mains tremblaient si violemment que, dans sa rotation, il laissa tomber un vase en cristal de créateur. Il se brisa en 1000 morceaux. Il n'en avait cure. « Donnez-moi un chiffre » hurla-t-il, les yeux noirs exorbités de désespoir, cherchant désespérément dans l'argent le pardon que son âme corrompue ne pouvait obtenir par elle-même. 100 millions. J'ouvrirai un fonds fiduciaire protégé pour chacun de vous aujourd'hui. Ils auront les meilleures écoles d'Europe, une sécurité privée 24h/24, ils hériteront de ce maudit empire de Bellerin, ils ne manqueront de rien. Je vous donnerai mes comptes bancaires, mes parts dans l'entreprise de construction, je vous donnerai tout. Dites-moi juste combien. Le silence qui suivit son offre désespérée fut le plus terrifiant, le plus pesant, le plus suffocant que Marcos ait jamais connu en 35 ans. Anna Maria ne regarda ni le chéquier, ni le stylo en or étincelant, ni même le luxe incommensurable qui l'entourait dans cette immense pièce. Elle le regarda, lui. Ses yeux couleur miel le transpercèrent d'une pitié si profonde, d'une déception si crue et absolue, que Marcos sentit son sang se glacer. « Tu n'as rien compris » murmura Anna Maria. Sa voix ne portait plus aucune trace de colère, plus aucun cri, plus aucune fureur. Il était empreint d'une lassitude mortelle, de la léthargie de celui qui réalise qu'il s'adresse à un cadavre émotionnel, un homme qui a perdu toute humanité en chemin vers le succès. Marcos laissa tomber le stylo. Le métal épais et doré rebondit sur le parquet dans un cliquetis pathétique et creux. « Anna Maria » balbutia-t-il, sentant l'oxygène se raréfier. « Crois-tu que tout a un prix dans la vie » dit-elle en secouant lentement la tête, serrant ses enfants contre son uniforme de travail bleu. « Crois-tu pouvoir acheter 21 mois de pleurs, de crises de panique au milieu de la nuit, de faim et de solitude avec un bout de papier ? Crois-tu que l'amour et la présence d'un père valent un placement bancaire ? Tu es toujours le même homme vide, lâche et calculateur qui m'a abandonné il y a 2 ans. » Marcos fit un pas vers elle, tendant une main tremblante et suppliante. « Non, non, je vous le jure. Je le jure sur ma vie. Je veux juste qu'ils aillent bien. Je veux les protéger du monde. » « Mes enfants vont déjà bien, » interrompit Anna Maria d'un ton ferme qui fendit l'air comme un scalpel. « Ils ont une mère qui se tue à la tâche chaque jour pour eux, mais croyez-moi, elle ne les abandonnerait jamais pour de l'argent ou un statut social. Nous n'avons pas besoin de vos millions, Marcos. Nous n'avons pas besoin de votre culpabilité répugnante de riches repentants. Et, assurément, mes enfants n'ont pas besoin d'un lâche qui croit que la paternité se résume à signer un chèque et à fuir les larmes. » Sans ajouter un mot, Anna Maria se retourna, les jumeaux dans les bras, indifférentes au désespoir de leurs parents, couverts de gâteaux d'anniversaire et le regardant par-dessus l'épaule de leur mère. Anna Maria se dirigea d'un pas ferme et rapide vers le long couloir menant à la porte de service. Il partait. Il les emmenait avec lui. La terreur la plus pure, la plus primitive et la plus irrationnelle qu'un être humain puisse ressentir s'empara de chaque cellule du corps de Marcos Bellerin. Il était en train de perdre sa famille. Il voyait la seule lueur d'espoir,
la seule lueur d'espoir dans son existence misérable, disparaître à jamais dans les ténèbres. Anna Maria, non. Le cri ne venait pas de la gorge de Marcos. Il venait directement de ses tripes. Ce fut un rugissement déchirant, bestial, chargé d'une douleur si profonde qu'il fit trembler les vitres blindées du manoir. Il n'avait pas réfléchi, il n'avait pas mesuré le risque. L'intouchable magnate, l'impitoyable requin des affaires qui humiliait ses rivaux d'un seul regard, se brisa en 1000 morceaux dans le néant. Il courut après elle. Dans sa hâte de la rattraper, ses chaussures italiennes en cuir, pourtant coûteuses, glissèrent violemment sur un gros morceau de glaçage à la vanille tombé au sol pendant la guerre des garçons. Marcos perdit complètement l'équilibre. Son corps massif s'affaissa lourdement sur le parquet ciré, s'écrasant avec une violence telle qu'il laissa échapper un gémissement rauque et étouffé. Mais il ne se releva pas. Il ne voulait pas se relever. Il n'avait plus la force de maintenir le mensonge de sa grandeur. Il rampa. Marcos Bellerin, l'homme qui inspirait l'admiration des politiciens et des banquiers, rampa littéralement à genoux, écrasant les restes de porcelaine et de son gâteau d'anniversaire, souillant son impeccable costume de la marine, d'une valeur de plusieurs milliers de réaux, de boue, de chocolat, de meringues et de ses propres larmes. Il attrapa le bord du tablier blanc et de la robe de bonne bleue d'Anna Maria une fraction de seconde avant qu'elle ne franchisse le seuil du couloir de sortie. Il serra le tissu bon marché à deux mains, les poings si serrés que ses jointures blanchirent, s'y accrochant comme un mourant au bord d'un précipice, les doigts glissants. La traction brutale força Anna Maria à s'arrêter net. Elle se retourna brusquement, prête à lui crier dessus, prête à se défendre s'il tentait d'utiliser la force pour lui arracher les garçons, mais ce qu'elle vit la sidéra. Marcos était à genoux à ses pieds. Son visage, toujours hautain, toujours sculpté en un masque parfait d'arrogance, de supériorité et d'indifférence calculée, était complètement défiguré par les larmes. Ses yeux étaient gonflés et injectés de sang. Ses cheveux, auparavant parfaitement coiffés, retombaient en mèches ébouriffées sur son front pâle et moite. Il respirait avec une extrême difficulté, suffocant sous l'effet de ses sanglots, tremblant de la tête aux pieds. Il s'était dépouillé de tout, de sa fierté, de son ego démesuré, de son armure d'argent. Il ne restait absolument rien du millionnaire intouchable. Seul un homme terrifié par le vide de sa propre existence demeurait. « S'il vous plaît » supplia Marcos. Il pressa le tissu de son tablier contre son visage, enfouissant son visage dans les genoux d'Anna Maria, les tachant de ses larmes. « S'il vous plaît, je vous en supplie, ne les enlevez pas, je t'en supplie, Anna Maria. Je t'en supplie, parce que tu as de plus cher dans ce monde maudit. Ne me laisse pas dans cet enfer. » Anna Maria sentit une boule se former dans sa gorge. Le spectacle de ce géant détruit à ses pieds était insoutenable. Elle tenta de reculer d'un pas. Elle essaya de desserrer le tissu de son uniforme, mais il ne cédait pas. Son emprise n'était pas violente. C'était une ancre de pur désespoir. « Laissez-moi partir, Marcos » supplia-t-elle. Sa voix, glaciale une minute auparavant, tremblait maintenant de façon incontrôlable. « Vous faites peur aux enfants. Laissez-moi partir et laissez-nous partir. » Mais les jumeaux n'avaient pas peur. À distance de bras de leur mère, ils observaient le géant étendu sur le sol, partagé entre fascination et silence absolu. « Je suis une ordure » hurla-t-il soudain en se frappant violemment le front contre le plancher de bois, un geste de punition et d'humiliation totale devant elle. « Vous avez tout à fait raison. J'ai été un lâche. Un lâche fini, terrifié par la pauvreté, terrifié à l'idée de décevoir aux yeux des autres, et je vous ai sacrifié pour sauver ma propre image. Je me hais. Je me hais et me dégoûte chaque jour depuis que j'ai fermé cette porte. » Marcos releva son visage ruisselant, plongea son regard dans la plus profonde, la plus sombre, la plus humiliante des misères de son âme, sans chercher à dissimuler une seule larme. « L'argent ne me sert à rien, » poursuivit-il, la voix réduite à un murmure rauque, brisé par les larmes. « Le pouvoir ne me sert à rien. Ma vie est un palais de cristal vide, et je gèle chaque jour davantage. Aujourd'hui, c'est mon 35e anniversaire, et il n'y avait âme qui vive sur cette planète. Qui se souciait de savoir si j'étais vivant ou mort. Personne ne m'a appelé avant que j'ouvre cette porte et que je les voie. » D'une main, il desserra le tissu de son tablier et, tremblant de tous ses membres, leva un doigt vers les deux enfants qui le fixaient intensément de leurs grands yeux couleur miel. « Je ne vous demande pas de m'aimer, Anna Maria. » Marcos joignit les paumes de ses mains devant sa poitrine dans une supplique littérale, physique et absolue. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que j'ai gâché notre histoire à jamais. Je sais que tu ne me verras plus jamais comme l'homme que tu as aimé. Je ne vous demande pas d'être leur mari ou leur compagnon, je vous en supplie. Je vous en supplie à genoux, rampant comme un ver qui ronge vos pieds. Ne m'enlevez pas le droit d'essayer, ne serait-ce qu'un peu, d'être le père de ces enfants.
Anna Maria cessa de respirer. Le silence qui régnait dans l'immense demeure était total, paralysant, seulement troublé par la respiration irrégulière et les sanglots rauques du magnate étendus sur le sol. « Punissez-moi » implora-t-il, serrant à nouveau sa robe à deux mains, les yeux fermés, comme s'il attendait un coup. « Piétinez-moi. Traitez-moi comme la racaille que j'étais pour vous. Crachez-moi au visage si vous voulez, mais laissez-moi voir. Faites-moi savoir qu'ils existent. Laissez-moi serrer mes enfants dans mes bras, Anna Maria, ne serait-ce qu'une fois. Je vous en supplie. Si vous franchissez cette porte et me laissez seule dans cette maison ce soir, sachant que ma famille est dehors et me hait, je jure devant Dieu que je ne me réveillerai pas vivant. » La vulnérabilité, dans ces mots, était si crue, si brute et sans phare, qu'Anna Maria sentit ses propres remparts de ressentiment trembler. Elle connaissait Marcos Bellerin mieux que quiconque au monde. Je connaissais son égo démesuré, son orgueil inébranlable. Le voir effondré sur le sol, au milieu des miettes de gâteau, renonçant à tout son statut, implorant grâce pour une chance de rédemption, non pas en tant que maître de la ville, mais en tant que père brisé. Ce n'était pas une supercherie. Impossible de simuler cela. Javi, blotti contre la poitrine de sa mère, laissa échapper un petit gémissement innocent. Le bébé blond, ignorant tout des faiblesses humaines et des péchés passés, se pencha légèrement en avant, tendant un de ses petits bras potelés, encore taché de bonbons, vers l'homme au costume déchiré qui pleurait par terre. Le garçon ne comprenait pas les trahisons. Il ne comprenait pas l'orgueil blessé. Il ne voyait qu'un homme triste qui criait à plein poumon. Anna Maria regarda la petite main de son fils tendue vers Marcos. Puis elle plongea son regard dans les yeux injectés de sang de l'homme agrippé à ses genoux. La guerre qui faisait rage en elle était dévastatrice. 2 années de profonde rancœur, de nuits blanches, de nettoyage incessant jusqu'à l'épuisement, se heurtèrent de plein fouet à l'honnêteté bouleversante de la reddition du seul homme qu'elle ait jamais aimé. Lentement, le cœur battant si fort qu'elle sentait ses côtes se briser, Anna Maria relâcha ses bras. Elle regarda Marcos Bellerin, le géant déchu, le visage encore ruisselant, attendant son verdict final. « Lève-toi » dit Anna Maria. Ce n'était qu'un murmure, mais dans le silence funèbre de la pièce, il résonna avec la force d'un éclair annonçant la fin d'un orage. Le murmure d'Anna Maria flottait dans l'immense salon comme une phrase suspendue dans l'air. « Lève-toi » Marcos Bellerin ne bougea pas immédiatement. Il garda le visage penché, le souffle court. Ses grandes mains puissantes agrippaient toujours le tissu bleu de l'uniforme de la femme, qui venait de briser chacune de ses défenses. Il était terrifié à l'idée de la laisser partir. Il était terrifié à l'idée qu'elle ouvre les yeux et se lève. Qu'elle découvre que tout cela n'avait été qu'une hallucination provoquée par la solitude de son anniversaire maudit et qu'Anna Maria et les jumeaux disparaîtraient à jamais par cette porte. « Marcos » répéta Anna Maria, cette fois avec une fermeté qui n'appelait aucune réponse, bien que sa voix conservât une vulnérabilité qu'elle s'efforçait de dissimuler depuis 2 ans. « Lâchez mon tablier et levez-vous. Je ne laisserai pas mes enfants voir l'homme qui leur a donné la vie ramper comme un lâche. Levez-vous. » Lentement, les doigts engourdis par la tension, Marcos relâcha son emprise. Il la lâcha, posant les 2 mains à plat sur le parquet, directement sur les miettes de gâteau au chocolat et le glaçage qui avaient taché le tapis persan. Ses muscles tremblaient sous l'effet de l'adrénaline. Il se redressa d'un bond, maladroit, lourd, dépouillé de toute l'élégance et de toute l'arrogance qui le caractérisait. Lorsqu'il parvint enfin à se relever, le contraste était déchirant. L'intouchable magnate de Sao Paulo ressemblait à un rescapé d'un naufrage. Son costume de marin, cher et sur mesure, était froissé, taché de bonbons, de poussière et de larmes. Sa cravate de soie pendait négligemment autour de son cou. Son visage était rouge, sillonné de larmes incontrôlables, défiguré par le regret le plus pur et le plus absolu qu'un être humain puisse éprouver. Il se tenait devant Anna Maria, les bras le long du corps, attendant. Il n'osait pas faire un seul pas vers elle. Il avait appris la plus dure leçon de sa vie, l'argent ne pouvait pas combler la distance qui les séparait. Seul le respect pouvait la pousser à agir ainsi. Anna Maria le regarda droit dans les yeux. Derrière la carapace de froideur qu'elle s'était forgée, elle découvrit pour la première fois le vrai visage de Marcos. Non pas l'homme d'affaires calculateur, non pas le fiancé de Samantha Cavalcante, mais l'homme effrayé et vulnérable qu'elle avait aimé dans cet appartement sans chauffage. Javi, le jumeau qu'Anna Maria tenait encore dans ses bras, brisa la tension palpable. Le petit garçon blond, indifférent à l'abîme émotionnel qui séparait ses parents, tendit de nouveau ses petites mains potelées vers Marcos. Ses petits doigts étaient couverts d'un mélange collant de meringue blanche et de chocolat. Il gazouillait doucement, impatient, suppliant le géant au costume déchiré de le prendre dans ses bras. Anna Maria baissa les yeux vers son fils, puis les leva vers Marcos.
La poitrine de la femme se soulevait et s'abaissait au rythme d'une respiration profonde et lourde, accablée par le poids de la décision qu'elle allait prendre. Elle savait qu'en franchissant ce cap, tout changerait. Elle savait que confier son fils à cet instant précis n'effacerait pas les 21 mois d'abandon. Cela n'effaçait ni les nuits de faim ni les humiliations. Mais elle savait aussi que la haine était un poison qui, tôt ou tard, finirait par empoisonner ses propres enfants. Et Marcos Bellerin venait de mourir sous ses yeux pour qu'un père puisse naître. Anna Maria fit un pas en avant. Marcos cessa de respirer. Son cœur battait si fort contre ses côtes qu'il en ressentit une douleur physique. « Écoute-moi très attentivement, Marcos Bellerin », dit Anna Maria d'une voix basse, presque menaçante, fixant les pupilles dilatées du millionnaire. « Je ne te pardonne pas. Ce que tu m'as fait, ce que tu nous as fait, ne s'efface pas avec une crise de larmes ou une crise de colère. Il est toujours absent de ma vie. Il est toujours celui qui m'a abandonné dans les moments les plus sombres. » Marcos hocha frénétiquement la tête. Les larmes lui montèrent de nouveau aux yeux et ruisselèrent sur ses joues. La sentence lui importait peu. Les conditions de sa peine lui importaient peu. Il était prêt à signer n'importe quel contrat avec sa propre famille pour pouvoir rester. « Je sais, murmura-t-il, la voix brisée. Je sais, Anna Maria. J'accepte. Je le mérite. » « Je n'ai pas fini, le coupa-t-elle brutalement, avec une férocité qui le paralysa. Si je vous confie cet enfant aujourd'hui, si je vous ouvre les portes de son monde, il n'y aura pas de retour en arrière. Si vous vous enfuyez à nouveau, si vous faites encore une fois passer vos stupides affaires, votre image ou votre argent avant eux, je jure sur la vie de mes enfants que je quitterai ce pays et que je consacrerai mon dernier souffle à m'assurer de ne plus jamais revoir leur visage. Comprenez-vous ? La menace n'était pas exagérée. C'était une promesse formelle. Et Marcos le savait. « Je le jure », répondit Marcos. Ce n'était pas une promesse d'entreprise. C'était un vœu fait du plus profond de mon être. Je te le jure sur ma vie, Anna Maria. Je jure que je ne les laisserai plus jamais partir. Je préférerais réduire cet empire en cendres plutôt que de le laisser échouer une nouvelle fois. Anna Maria soutint son regard une seconde de plus, cherchant la moindre trace de doute, la moindre ombre de mensonge. Elle ne trouva rien. Elle ne vit qu'un homme désespéré de rédemption. Lentement, Anna Maria détacha ravie de sa poitrine. Il tendit les bras, offrant au magnate le garçon blond, taché de gâteau. Marcos Bellerin leva ses immenses mains. Elle tremblait avec la violence d'un tremblement de terre. L'homme qui signait des chèques à 9 chiffres sans sourciller était terrifié à l'idée de laisser tomber un bébé d'1 an. Ses grandes mains chaudes se refermèrent sur le petit torse de Ravi. Il sentit la texture de la salopette en jean usé. Elle sentait le glaçage à la vanille collant sur ses doigts. Mais surtout, elle sentait le poids. Le poids écrasant, parfait et terrifiant de son propre sang. Il attira instinctivement Ravi contre lui. Le bébé ne pleura pas, au contraire. Sentant la chaleur de l'étreinte, Ravi pencha la tête et posa sa joue tachée de gâteau contre la chemise blanche de marque de Marcos, la souillant complètement au passage. Les petites mains du garçon agrippaient la cravate de soie déchirée. Un sanglot étouffé, rauque et sauvage s'échappa de la gorge de Marcos. Il ferma les yeux très fort et enfouit son visage dans les cheveux blonds et indisciplinés du garçon. Ça sentait la vanille douce, la sueur enfantine et la vie à l'état pur. C'était le parfum le plus enivrant qu'il ait jamais senti. L'armure de fer qui avait protégé le cœur de Marcos toute sa vie s'était réduite en cendres. Elle serra son fils dans ses bras avec une ferveur désespérée, le berçant doucement, pleurant en silence, tandis que la culpabilité et l'amour s'entrechoquaient en elle comme 2 trains lancés à pleine vitesse. De l'autre bras d'Anna Maria, Gaël observait la scène. Le second jumeau, toujours plus hyperactif, ne supportait pas d'être ignoré. Elle se mit à gigoter dans les bras de sa mère, gazouillant des plaintes aiguës et tendant ses petites mains vers le géant qui tenait son frère. Elle voulait en faire partie. Elle voulait accompagner l'homme en costume. Anna Maria laissa échapper un soupir tremblant. Une larme traîtresse finit par couler sur sa joue fatiguée. Elle fit un pas en avant et, d'un geste fluide, plaça Gaël contre l'autre bras libre de Marcos. Marcos sentit ses genoux flancher à nouveau, mais cette fois, il ne s'effondra pas. Il resta debout, ajustant ses bras puissants pour porter les 2 garçons à la fois. Le poids des jumeaux contre sa poitrine lui procurait la sensation la plus intense, et simultanément, la plus libératrice de toute sa vie. Il embrassait son avenir. Il embrassait la seule richesse qui comptait vraiment. Gaël, ravi de sa nouvelle stature, laissa échapper un rire tonitruant qui résonna contre les hauts murs du manoir. Elle attrapa le nez de Marcos entre ses doigts couverts de chocolat et le serra sans pitié. Rave, quant à elle, lui tapota maladroitement la joue humide, y laissant une traînée de meringue luisante. Marcos ne put s'en empêcher.
Malgré les sanglots qui lui serraient encore la gorge, malgré la douleur et la culpabilité qui lui déchiraient l'âme, un rire profond, brisé et incontrôlable jaillit de sa poitrine. Il rit. L'homme le plus craint de Sao Paulo, le magnate qui avait commencé sa journée dans la solitude la plus misérable de sa tour de cristal, se trouvait maintenant au milieu de sa chambre dévastée, pleurant et riant hystériquement, tandis que deux bébés l'utilisaient comme une toile humaine pour peindre avec du glaçage. Anna Maria recula d'un pas, observant le chaos, les bras croisés sur son tablier bleu. Elle ne souriait pas. La blessure était encore trop profonde pour guérir en une seule nuit, mais la glace dans ses yeux avait complètement fondu. Le calme régnait. Pour la première fois en 21 mois, Anna Maria cessa d'avoir l'impression de devoir affronter le monde entier seule. Soudain, un léger raclement de gorge au bout du couloir interrompit l'intimité de l'instant. Marcos tourna légèrement la tête, sans lâcher les garçons. Son Benedito était là. Le vieux directeur n'était pas parti. Il était resté dans l'ombre, observant l'effondrement de l'Empire et la renaissance de sa famille. Dans sa main droite, il tenait un petit briquet en métal poli et une unique bougie bleue à moitié écrasée, récupérée parmi les restes du gâteau gâché sur le tapis. Ce Benedito s'avança lentement vers eux, foulant les décombres de la guerre du désert, sans se soucier de salir ses chaussures cirées. Il s'arrêta devant Marcos. Son regard vieux et sage ne jugea pas l'apparence déplorable de son maître. Il ne laissait transparaître qu'une profonde et immense sérénité. L'entreprise de nettoyage a appelé, Monsieur Marcos, dit Benedito d'un ton impeccable et autoritaire. Je les ai informés que Madame Anna Maria a démissionné sur le champ et que s'ils tentent de lui réclamer le moindre réal pour la vaisselle cassée d'aujourd'hui, les avocats de Bellerin les ruineront dès demain matin. Marcos regarda le vieil homme. La loyauté de Benedito l'avait sauvé d'une mort solitaire. Il hocha la tête. Une confirmation silencieuse, empreinte d'une gratitude inexprimable. Ce Benedito souleva la bougie bleue écrasée et alluma le briquet. Une petite flamme vive, chaude et vacillante jaillit au milieu de l'immense pièce obscure. « Joyeux anniversaire, mon garçon !» murmura le vieil administrateur en lui tendant la bougie allumée. Marcos observa la flamme. Le feu se reflétait dans les grands yeux curieux de Gaël et Javi, qui cessèrent de lui tirer les cheveux pour regarder, fascinés, la petite lumière vive danser à quelques millimètres de leur visage. Marcos leva alors les yeux vers Anna Maria. Elle était toujours là. Elle n'allait pas courir vers la porte. Il s'y attendait. L'homme le plus riche de la ville comprit alors la plaisanterie macabre et parfaite que le destin lui avait jouée. Samantha avait raison sur un point. Marcos Bellerin avait tout perdu ce soir-là. Son mariage avait été annulé. Sa réputation sociale était sur le point de s'effondrer. Ses associés exigeraient sans doute sa tête demain. Son manoir impeccable ressemblait à une scène de crime édulcoré. Son costume à $1000 était bon pour la poubelle. Il ne lui restait absolument rien de l'empire qu'il avait bâti en piétinant son propre cœur. Et pourtant, serrant ses deux enfants, couverts de gâteaux, contre sa poitrine brisée, Marcos Bellerin réalisa que jamais, en 35 ans d'existence misérable, il n'avait été aussi indécemment riche. Ravi remua dans ses bras, tendant la main vers la flamme.